Bonjour tout le monde. Bonjour. On accueille Bastien Baker aujourd'hui. Enchantée. Enchanté aussi. Donc on va vous poser quelques questions sur votre carrière, votre commencement, votre après-tournée et aussi en tant qu'être humain. Et donc pour commencer avec la première question, est-ce que vous pouvez nous donner 3 mots qui vous caractérisent et nous expliquer pourquoi vous les choisissez? Alors, je vais être chiant dès le début parce que j'ai toujours eu l'impression que c'est le genre de truc, c'est les gens qui doivent te définir. Tu sais, j'arrive pas à dire, je sais pas, 3 mots pour me définir. C'est un truc. Aujourd'hui, je vous dis quelque chose, demain, je vous dirai autre chose. Je peux essayer, hein, je peux dire, je sais pas, spontané, ambitieux et humain. Pour aujourd'hui donc. Voilà, pour aujourd'hui. Parfait. Toutes vos chansons sont en anglais, tout comme votre nom de scène, Bastien Baker. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et d'où vous venez? Parce que est-ce que c'est Molière qui vous fait la gueule ou c'est Molière avec qui vous faites la gueule ou c'est Shakespeare qui vous a payé? Alors effectivement, j'ai été payé grassement par Shakespeare et tiens, à partir de maintenant, j'utiliserai ça comme réponse à cette question. Non, c'est juste que la musique avec laquelle j'ai grandi était vraiment principalement en anglais, à 2-3 exceptions près, genre Renaud. Et quand j'ai commencé à jouer de la guitare et à écrire des chansons, mes inspirations, c'était des mecs qui jouaient de la guitare et qui écrivaient des chansons en anglais. Et du coup, c'est venu assez naturellement et je pense que c'est ma manière préférée de m'exprimer. Même si là, en ce moment, je suis vraiment en train d'explorer plein de pistes. Je fais des chansons en portugais, je fais des chansons en français. Je regarde un petit peu, je suis moins catégorique qu'à l'époque au niveau du choix de la langue. Du coup, vous venez d'où? Moi, je suis de Villeneuve. Enfin, je suis né à Lausanne, et j'ai grandi à Villeneuve, en Suisse. Donc, je suis suisse, de base en Suisse, Suisse romande. Et vous auriez pu être hockeyeur ou même boulanger, mais qu'est-ce qui vous a poussé à être chanteur? Est-ce que vous avez eu une sorte de révélation ou bien c'était pour vous quelque chose que vous vouliez faire depuis tout petit? Non, c'est quelque chose qui était clair pour moi depuis que je suis tout petit. Ça a été une évidence. Ça s'est imposé vraiment à moi dès le plus jeune âge. Après, en Suisse, on vit avec un peu les barrières du possible dans le monde artistique. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vraiment, comme j'avais pas vraiment d'exemple d'artistes avant moi qui avaient fait quelque chose de similaire. Et du coup, je pense que tous les artistes en Suisse qui se lancent prévoient des études à côté, prévoient quelque chose de plus safe à côté. C'est souvent encouragé par les parents aussi. Il y a très peu de gens, je pense, qui se mettent à 100% là-dedans en y croyant. Mais c'est clair, pour moi, c'était le seul et unique job, entre guillemets, que je voulais faire. Donc, je suis extrêmement heureux que ça fasse maintenant 15 ans que ma passion est devenue mon travail. Et donc, vous avez été encouragé par votre entourage ou bien vous avez dû un peu batailler? J'ai pas dû batailler. Mes parents ont toujours été un support. Et puis après, je pense qu'ils savent aussi que c'est le genre de truc qui est tellement fort. C'est le genre c'était vraiment inné chez moi. Et du coup, je pense qu'ils voyaient que ça servait à rien de s'interposer. Ma mère a tout fait ce qui était en son pouvoir pour que j'aille quand même un peu à l'université. Elle m'a inscrit de force. J'y suis allé 3 fois, j'ai trouvé ça nul et j'ai repris la musique. Mais du coup, non, après, j'ai eu une chance, c'est que ça a très vite marché. Donc j'ai très vite pu être indépendant et j'ai très vite pu faire des trucs qui étaient très cool, où ma famille avait aussi bien du plaisir à venir, tu vois, à me rejoindre sur les événements, à participer à des festivals, etc. C'est devenu une aventure familiale très cool dès le début. Donc non, il n'y avait pas plus que ça de bataille. Ok. Du coup, vous avez jamais été très école? Si, j'étais très école. J'ai dit ça par rapport à l'université parce que c'est vraiment, je pense que de tous les formats d'école que j'ai fait, c'est l'université qui m'a le moins plu. J'avais trouvé ça hyper impersonnel, en fait, l'université. Avant ça, honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré l'école, j'étais un élève très appliqué. Ma mère est prof, donc je faisais mes devoirs, je devais faire signer mon carnet à la fin de la semaine. Je devais avoir des bonnes notes, sinon je me prenais des roustes. Et du coup, non, franchement, j'étais un élève appliqué. J'étais un élève très appliqué jusqu'au jour où j'ai compris qu'avoir la moyenne suffisait. Là, je suis devenu un petit peu plus, un peu moins appliqué. Du coup, vous aimez bien apprendre de nouvelles choses. Vous avez appris tout seul, vous avez appris tout seul à utiliser votre instrument, la guitare, le chant, le piano, ou vous avez pris des cours? Ça a été un mix. J'ai pris des cours.
Donc j'ai des notions de guitare classique au début. Après, c'était pas quelque chose qui m'enchantait plus que ça. Je pense que là, j'étais pas du tout un très bon élève. J'étais le seul mec qui arrivait en cours avec une guitare juste comme ça. J'avais même pas de housse, quoi. J'étais là vraiment un peu à la cool. Mon prof, il me regardait à chaque fois, genre que j'étais le dernier des débiles. Et puis, en fait, j'ai perfectionné après à ma manière mon art moi-même, juste en y passant des centaines de milliers d'heures, en fait. Mais par plaisir, pas par devoir, juste parce que écrire des chansons, c'était mon truc préféré. Et donc, comment vous avez commencé votre carrière? Comment tout a démarré? Il y a eu plusieurs moments clés. Je pense qu'un des moments clés, ça a d'abord été la rencontre avec Patrick Delarive, qui est un investisseur dans de multiples domaines, mais dont l'immobilier, et qui m'a découvert à une fête d'anniversaire où je jouais pour mes potes. Et il a trouvé mes chansons top. Et en fait, lui m'a permis, déjà juste financièrement, de pouvoir avoir accès à des super studios, à des très bons musiciens. Et c'est vrai que c'est quelque chose au début qui fait souvent défaut. Donc j'ai eu cet atout-là, cet avantage-là de l'avoir rencontré. Et puis, c'était une aventure humaine aussi extraordinaire avec lui. Et puis, ensuite, quand j'ai pu produire mes premières chansons, que j'ai commencé à tourner, que mes chansons ont commencé à passer en radio, il y a eu la rencontre avec Claude Nobs, qui était le membre fondateur du Montreux Jazz Festival, qui lui m'a découvert dans un bar pendant que je jouais à Zermatt, et qui a eu un coup de cœur artistique et qui m'a programmé la même année sur la scène du Montreux Jazz Festival. Et ça a été un des grands coups de boost, disons, de ma carrière. Donc ça a commencé vraiment par ici. Ouais. Et pour vous, alors, il n'y a pas forcément de réponse, mais à votre avis, est-ce qu'il faut des qualités spécifiques principales pour devenir chanteur? Tout dépend de ce que tu as envie de faire. Je veux dire, devenir chanteur, c'est pas très compliqué, parce que c'est aussi... alors, il y a des notions de bien chanter, mal chanter, mais pour avoir du succès, t'es pas forcément obligé d'avoir la voix de Céline Dion. Il y a plein de gens qui ont juste parce qu'ils ont à dire deviennent des chanteurs, ou des mecs qui font du slam ou des trucs comme ça. Donc, devenir chanteur, je pense qu'il n'y a pas de qualité prérequise, mais après, ça dépend juste de ce que tu veux faire. Si tu veux en faire ton métier, si tu veux que ça soit un truc le vendredi une fois par semaine pour rigoler avec tes copains. Enfin, il y a plein de trucs possibles. Après, si tu veux réussir au sens large du terme et en faire ton métier, je pense que c'est une des qualités, c'est l'abnégation. Il faut être, faut se donner corps et âme, quoi. C'est un truc, tu fais que ça tout le temps, et en même temps, t'as pas l'impression de travailler vu que c'est le truc que t'aimes le plus faire. Donc, l'un va avec l'autre d'une certaine manière. D'accord. Est-ce que vous pensez que c'est mieux de commencer par des auditions ou des concours avec le temps et les occasions, ou alors plutôt sur les réseaux? Je pense que tout est bien. Franchement, je dirais, là, on vit un moment qui est assez hallucinant parce que la musique est beaucoup moins régulée, beaucoup moins contrôlée qu'à l'époque, parce que je pense que si on repart dans les années 70, 80, où les labels étaient très forts, il y avait ce truc où si tu étais le groupe que le label avait décidé de pousser, et 99% du temps c'était absolument justifié, ça veut dire que tu étais juste les meilleurs musiciens ou alors les meilleures chansons, ils te poussaient, ils te mettaient sur les médias où eux avaient accès, et puis si t'étais pas dans cette élite de la musique, c'était très compliqué de se faire entendre, c'était très compliqué d'avoir un public. Aujourd'hui, tu peux mettre une chanson sur TikTok, sur un malentendu, 6 mois après, t'es en train de faire une tournée mondiale. Donc tout est bien, je sais pas, les télécrochets c'est bien aussi, les réseaux sociaux c'est bien, si tu te fais découvrir à l'ancienne c'est bien. Enfin, dès le moment où t'es quelqu'un qui a quelque chose de bien à présenter, la manière dont tu vas être découvert importe peu, je pense. Vous avez eu du succès assez rapidement, mais est-ce qu'à votre avis, c'est une contrainte d'être artiste en Suisse? C'est-à-dire par rapport... on est un petit pays et on n'a pas énormément d'artistes très très connus. Alors ça revient à ce que je disais avant, je pense que c'est quelque chose qui a changé maintenant, parce qu'il y a maintenant des exemples d'artistes suisses
qui ont passé les frontières, qui ont eu des jolies carrières, qui ont prouvé en fait qu'on peut en vivre, qui ont prouvé que être auteur, compositeur, interprète, ça peut être viable en Suisse et qui ont ouvert des portes. Et je pense que aussi la perception des gens par rapport à la musique suisse a beaucoup changé. Je crois pas qu'à l'époque il y avait beaucoup d'artistes suisses qui soient tête d'affiche des gros festivals en Suisse. Aujourd'hui, ça se trouve. Il y a des artistes suisses aujourd'hui qui font des tournées qui attirent du monde, qui vendent des billets. Après, c'est clair qu'on n'est pas la Norvège, par exemple, qui est un pays encore plus petit, c'est 4 millions d'habitants, je crois, et qui ont une culture hyper développée de la musique et qui ont, c'est très encouragé. Et puis il y a beaucoup de mecs qui réussissent, etc. On n'est pas encore là, mais on est en chemin. Et puis une contrainte, je pense pas forcément, parce qu'on est un pays de musique. Je crois qu'on est le pays au monde qui a le plus de festivals sur l'été. Et si tu y réfléchis, chaque village en Suisse a son festival. Donc les opportunités de jouer sont très nombreuses. Je trouve que les radios jouent très bien le jeu des artistes suisses, sans en plus qu'il y ait de quotas comme il y a en France qui te forcent à jouer des artistes suisses, mais je trouve qu'il y a une assez bonne répartition. Donc ce qui est difficile en Suisse, c'est le fait qu'il y ait 3 régions linguistiques. Parce que typiquement, être artiste que en Suisse romande, sans déborder sur la France ou la Belgique par exemple, c'est compliqué juste au niveau des réalités financières. Être artiste que en Suisse alémanique, c'est déjà un peu plus envisageable. Et il y en a, il y a des mecs qui font des carrières que en Suisse alémanique. Mais après, ça a plein d'avantages aussi. Enfin, il y a quand même aussi beaucoup d'argent dans le milieu de la musique en Suisse, je trouve, parce qu'il y a moyen vraiment de faire de jolies choses. Donc non, je pense pas que ce soit une contrainte, et je pense que de toute façon c'est un peu un truc de victime de dire que c'est la faute du pays dans lequel tu grandis pour la raison pour laquelle ça marche pas, quoi. Mais donc non, je pense pas que ce soit une contrainte, au contraire. Comment est-ce que vous préparez vos tournées? Est-ce que vous avez un rituel spécifique ou c'est au jour le jour? C'est vraiment au jour le jour. Je suis très très relax moi, dans la vie. Surtout une fois que la tournée a commencé. La préparation, elle est vraiment avant. Pour cette tournée en particulier, qui est donc une tournée acoustique où je suis seul sur scène et où je joue tous les soirs un setlist différent parce que je récupère ce que les gens écrivent sur des bouts de papier et ça devient le setlist. Donc ça veut dire que le travail que j'ai dû faire pour cette tournée, avant de commencer, ça a été d'apprendre ou de réapprendre tout mon catalogue, toutes mes chansons. Parce qu'il y a des chansons, j'en ai beaucoup, je dois en avoir 80. Et il y a la plupart des chansons, tu joues toujours les 10-15 mêmes, c'est les plus connus. Et du coup, là, vu que je fais la promesse de pouvoir jouer toutes les chansons de mon répertoire, ça a été un gros travail où j'ai dû prendre un peu de temps, où je me suis isolé et j'ai fait que ça. Et j'avais oublié certaines paroles, j'avais oublié certains accords, certaines tonalités, j'ai un peu tout remis ça en place. Et puis là, maintenant, ça fait 1 année déjà bientôt que je suis en tournée avec cette tournée-là. Et ça se passe plutôt bien. De temps en temps, j'ai des blancs, mais c'est rare. Et quels sont vos projets pour l'après-tournée, justement? Le truc, c'est que ça a tellement bien marché, cette tournée, qu'on la continue, on la prolonge jusqu'en 2026. Donc, j'ai encore 1 année devant moi de nouvelles dates, de dates acoustiques un peu à travers la Suisse. Puis j'ai plein d'autres petits projets, petits ou grands, projets à côté. Notamment, je fais des traductions de mes chansons en portugais ces derniers temps, parce que j'ai un public brésilien qui est assez incroyable et qui est vraiment à l'écoute. Et du coup, j'ai envie de faire ce geste, ce pas vers eux. Du coup, là, je reviens justement j'étais à Salvador, de Bahia, où j'ai enregistré déjà 2 titres, Dancing Without You, qui devient Dançar Sem Você, et I'd Sing For You, Eu Canto Pra Você. Donc j'ai ça, je m'occupe d'autres artistes aussi, c'est un truc que j'adore faire. Si je trouve de jeunes artistes talentueux, j'aime bien leur donner un coup de pouce, donc je suis devenu manager et label pour 2 artistes. Marine, qui est ma sœur et qui a un talent incroyable, et puis un autre qui s'appelle Soleroy, qui est un petit mec de 21 ans, et je pense que lui, il va tout déchirer cette année. Vous avez créé un fan club officiel en décembre 2024. Est-ce que vous leur avez donné un petit surnom? Mes fans ont un surnom depuis 2011.
qui a rapport à ma première chanson qui s'appelait Lucky, qui s'appelle les Lucky Fans. Voilà. Donc ils ont ça. Et oui, le fan club, c'est un truc. J'avais pas eu trop le temps ou l'énergie les années d'avant de le faire. Et puis finalement, je me suis dit que les gens les plus importants pour moi sont vraiment les fans qui me suivent à fond. Et j'avais envie de leur donner un endroit, une plateforme où ils peuvent avoir justement des chansons exclusives, des chansons qui sont jamais sorties, des démos, des vidéos, des photos de chansons, de moments un peu exclusifs en backstage, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une rencontre avec tous les gens qui sont membres du fan club qui viennent après en backstage pour discuter, échanger, prendre des photos. Parce que voilà, je pense que tu prends encore plus conscience avec les années vraiment des gens qui viennent te voir et du concept que c'est. Et j'ai cette chance, donc j'ai envie de les choyer. C'est compréhensible. Quels sont les meilleurs et les pires moments dans la vie d'un chanteur? Je pense que les meilleurs moments, c'est les moments de grâce, que ce soit sur scène, des moments où vraiment juste t'es 100% présent dans le moment et tu as un public en face de toi qui chante par cœur une de tes chansons ou juste qui met l'ambiance d'une manière de dingue. C'est les moments où tu écris une chanson où tu sais, où tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose dans cette chanson qui va être transmis aux gens, qui va être quelque chose de savoureux. Ces moments-là, c'est des moments incroyables, c'est des moments où le cœur, moi j'ai ce truc vraiment toujours d'un peu cette métaphore du cœur qui explose de joie. Et c'est vrai que ça c'est les meilleurs moments. Et puis les pires moments, moi j'en ai pas vraiment. Le truc c'est que les pires moments sont très vite effacés par la multitude de bons moments, mais c'est un peu ce qu'on entend toujours, je veux dire. C'est un métier avec beaucoup de concurrence. Je suis quelqu'un de très honnête, de très vrai avec les gens, et puis j'ai tendance à donner beaucoup ma confiance de manière un peu naïve. Et puis c'est vrai que parfois on peut se faire trahir, parfois on peut se prendre des couteaux dans le dos, parfois on peut faire face à des mensonges, on peut faire face à des gens qui veulent vous nuire. Donc il y a beaucoup de jalousie quand même dans le métier. Et pour quelqu'un de bienveillant comme je suis, c'est un truc des fois difficile à comprendre et à accepter, mais voilà, la peau se durcit, la carapace se renforce un petit peu chaque fois avec les années, et puis c'est pas quelque chose qui arrive au quotidien, donc voilà, il n'y a pas lieu d'en faire un chapitre entier. Du coup, est-ce que votre crainte ce serait justement cette jalousie des autres, ou ce serait autre chose? J'ai pas vraiment de crainte. Parce que je pense que ce qui est le plus important pour moi reste les choses vraiment tangibles, reste ma famille, mes amis proches, le fait de pouvoir faire de la musique, pouvoir voyager, de garder ma liberté vraiment d'expression et d'action. Et ça, c'est quelque chose que l'extérieur ne peut pas atteindre, parce que c'est en moi. Alors, on change un petit peu de sujet. Est-ce que vous êtes votre star préférée ou est-ce que vous êtes fan d'un autre artiste? Est-ce que je suis ma star préférée? Non. J'ai un artiste dont je suis fan depuis des années. Il est un peu méconnu. Il a eu un moment de gloire en 2011. C'est comme ça que je l'avais connu, même avant 2009 ou 2010, je crois. Il s'appelle Robert Francis. Et sa chanson Junebug, qui avait cartonné à l'époque. C'est un mec... pour moi, c'est un des meilleurs auteurs, compositeurs, interprètes, arrangeurs, producteurs de ma génération. Et je suis vraiment ultra fan de lui. Et par contre, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, de devenir pote avec lui, jusqu'au point où en 2015, c'est lui qui est devenu la première partie sur ma tournée. Et c'était très très cool. Ok. Est-ce que vous avez de la peine à écouter vos chansons ou ça vous déplaît pas? Alors, ce que je vais jamais faire, c'est entrer dans ma voiture et me dire, tiens, je vais me mettre un petit Bastien Baker. Jamais. Mais j'ai aucun problème avec mes chansons. Et si j'écoute la radio et qu'il y a une de mes chansons qui vient, je vais monter le son. Ça me fait quand même plaisir. Mais après, on travaille tellement sur une chanson et ensuite tu la joues extrêmement souvent
J'ai pas plus envie que ça de m'écouter du tout. Mais j'adore, et mes chansons les plus connues, j'adore les jouer, même si c'est pour la 5 millième fois, parce que chaque fois je vois ce que ça fait au public, je vois l'échange qui se crée, et ça c'est magique. Est-ce que vous avez un artiste en particulier qui vous inspire pour composer et interpréter? Avec chaque album, j'ai eu des phases. Le premier album, je pense que c'était un peu des mecs comme James Blunt, The Script, Jason Mraz, Justin Nozuka. Après, tu as eu le deuxième album où j'avais envie de faire un truc un peu plus rock, et dans le phrasé, je piquais un peu des trucs à Bob Dylan. Parce que les choses de la vie font que j'avais dû apprendre une chanson de Bob Dylan pour un projet en particulier. Du coup, son phrasé tellement spécifique, je l'avais bien aimé. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais remettre ça sur mes chansons. J'avais écrit un peu plus dans cette direction. Troisième album, Mumford & Sons à fond. J'ai commencé à mettre du banjo, des cuivres. Quatrième album, beaucoup plus pop. Parce que des mecs comme The Weeknd ou des gars comme ça avec des sonorités, avec des synthés qui m'intéressaient un peu plus. Donc ça voyage chaque fois un petit peu, et c'est jamais de manière 100% consciente, mais des fois je réécoute des trucs et je me dis ah ouais, là c'était vraiment une période où j'écoutais tel ou tel artiste, et en fait c'était dans mon oreille. Moi, ça fait depuis quelques mois que j'essaie de composer, mais j'ai pas tout à fait, j'ai pas tout à fait les idées qui me viennent tout de suite. Est-ce que vous avez des conseils? Je pense qu'il faut rien forcer. Tu as deux choix en fait. Je pense, ou bien tu te mets une sorte de discipline d'écriture où tu te dis voilà, chaque jour je vais écrire 1 heure, quoi que ce soit. Et t'écris, tu fais des musiques, t'écris, tu tentes des trucs. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y en aura un qui va te plaire, qui va te dire ah bah voilà, j'ai envie de travailler plus sur celui-là. Ou alors tu as l'autre stratégie qui est la stratégie un peu plus attentiste, où tu finalement t'attends que ça devienne. Et en fait, c'est des rushs de créativité. Et là, c'est des moments que tu dois saisir, et tu dois convertir ça en chanson. Après, il n'y a pas de règle. Et puis, c'est pas mieux d'écrire 6 chansons dont une sera bien que d'en écrire 3 où il y en aura 2 qui te plaisent. Enfin, c'est à toi au fur et à mesure de ton processus de réflexion et de création, c'est toi qui vas trouver comment t'aimes travailler. Et puis, ça va évoluer au fil des années. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques années, vous avez fait Danse avec les stars. Est-ce que vous avez une petite anecdote pour nous? J'en ai 2-3. Hein. Là, Danse avec les stars, c'était une aventure intéressante. C'était la première fois que je faisais ce qui se rapproche le plus de la télé-réalité, parce que finalement, il y avait quand même beaucoup de caméras très présentes. Tout était analysé. Tout était vraiment à la loupe, quoi. Et j'avais un humour qu'ils comprenaient pas. Et du coup, moi, je me marrais trop, mais ils comprenaient rien, quoi. Genre, j'avais des trucs. Je pense une des anecdotes préférées, moi, j'avais un journaliste. On avait tous un journaliste attitré. Et le mec, après la première semaine de répète, il dit alors Bastien, comment tu trouves la Corée? Moi, je le regarde, je fais bon, écoute. Je suis pas plus au courant que ça. Hein. Je sais qu'il y a le nord, le sud. Le plat le plus typique, c'est le barbecue. Je suis jamais allé. Le mec m'a dit quoi, mais je t'ai demandé ce que tu penses de la Corée. Je dis bah oui, je viens de te répondre. Il me dit mais non, mais la chorégraphie. Et il a cru que j'étais complètement con, en fait. Et du coup, j'avais plein de trucs comme ça, des petites jokes que je me faisais pour moi un peu. Du coup, il y avait pas mal d'incompréhension entre nous, je pense. Et vous vous cachez, vous dansez toujours ou vous vous cachez derrière votre guitare? Sur scène, je danse pas beaucoup parce que ça s'y prête pas plus que ça. Je fais pas forcément non plus de la musique dansante. Mais, et ça, c'est un truc qui a changé depuis Danse avec les stars, parce que c'était une torture pour moi de danser. Tu sais, j'arrivais du hockey sur glace. C'était pas un truc qui m'attirait, c'était pas un truc qui me rendait heureux. Et après Danse avec les stars, le fait d'avoir quelques notions de base, un peu de toutes ces danses, ça m'a vraiment un peu libéré. Et aujourd'hui, je peux passer vraiment des heures à danser. Vraiment, j'adore ça, quoi. Là, je reviens justement de 10 jours au Brésil. Enfin, tu te réveilles le matin, t'as les pieds qui bougent tout seuls. Et ça, j'adore. Vous nous avez dit que vous étiez pas mal suivi par des caméras. Donc, comment ça se passait dans la journée? Combien de temps vous avez dû travailler pour apprendre à danser?
Je sais plus, mais c'était des longues journées. Hein. Je crois qu'on faisait, c'était entre 9h et 12h de tournage par jour. Après, très rapidement, moi, j'ai un peu diminué ces heures-là. J'avais des potes de Suisse qui venaient me visiter, puis on allait plutôt faire du tourisme que répéter le tango. Aux grandes dames de ma danseuse. Mais voilà, c'est comme ça. Mais ouais, non, en tout cas, j'ai jamais été autant en forme physiquement que quand j'ai fait Danse avec les stars. C'est ultra contraignant. Il y a quelques années, vous avez fait le cirque CNI. Pourquoi est-ce que le cirque vous attire autant? C'est juste une occasion qui s'est présentée ou vous avez toujours eu cette idée en tête? C'était pas du tout une idée ou un rêve que j'avais. C'est eux qui m'ont approché. Et quand ils m'ont approché, alors je suis allé voir le spectacle, j'étais très impressionné parce que pour moi le cirque avait gardé un côté un peu vieux. Et en fait, toutes ces années où j'y étais pas retourné, ça s'était développé vraiment vers quelque chose de beaucoup plus moderne, sans les animaux, basé sur la performance humaine. Et en fait, j'ai pris une claque quand je suis allé voir et je me suis dit, ah ouais, ça c'est un truc où je pourrais me voir. Et surtout, très rapidement, avec Géraldine Knie, qui est la directrice, on a commencé à échanger des idées créatives. Et là, je me suis dit, en fait, c'est la place de jeu ici, c'est incroyable. Parce que y a pas d'autres tournées en Suisse où tu peux te retrouver sur un numéro suspendu à 15 mètres de haut avec une danseuse en train de faire des pirouettes. Et 2 numéros plus tard, t'es debout sur 2 chevaux comme ça, là. Et du coup, mon côté un peu foufou, un peu joueur créatif a adhéré tout de suite au projet. Et c'est pour ça que j'ai fait aussi longtemps. J'ai fait 2 saisons. J'étais le premier chanteur à participer aussi. Là, de nouveau, l'idée, c'était un peu casser les codes, ouvrir des portes. Il y a personne qui l'avait fait avant moi. Et puis maintenant, c'est devenu un trend. Il y a Pegasus qui l'a fait cette année. Je sais pas s'ils prendront quelqu'un d'autre l'année prochaine. Mais donc, c'était pas un truc de base qui m'attirait ou qui m'intéressait. Et une fois que j'ai plongé dedans, là, j'ai été conquis. Hein, parce que je m'imaginais pas en costume et tout au début. Et finalement, c'était parfait. Et encore une fois, est-ce que vous avez un meilleur ou un pire souvenir de votre tournée au cirque? Meilleur souvenir, je pense que c'était tous les jours, au moment de la fin du spectacle, au moment du final, tous les artistes se retrouvent sur scène. Il y a vraiment ce moment un peu suspendu dans le temps où tu es au milieu de l'arène, fier, et tu as vraiment cette ovation, cette standing ovation des gens. Et là, c'était des moments très forts en émotion. C'était comme tu sentais, il y avait cette transmission d'énergie qui était hyper forte. En plus, c'était juste après le Covid. Donc, on avait vraiment cette espèce de... Les gens exagéraient presque dans leur témoignage de gratitude et d'affection. Et c'était assez dingue à vivre. Et puis, pire moment, je crois que c'est un secret à peu près pour personne, mais un matin, je me suis pas réveillé. Ouais. Et là, c'est comme dans les pires cauchemars. Parce que j'étais dans ma caravane à côté du cirque et j'entends la musique de l'intro. Et je me dis, mais en fait, je devrais y être. Et là, c'était horrible, horrible. Tu cours, mais tu sais que ça sert à rien. Mais ben voilà. Et du coup, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard, ils ont fait l'intro sans moi, quoi. Voilà. Et dernière question. Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que j'ai un rêve? J'ai pas un rêve en particulier que je chasse, que je poursuis, je crois qu'on dit plutôt en français. Mais j'ai des petits rêves qui viennent agrémenter mon quotidien, comme ça, qui prennent plutôt l'apparence d'objectifs ou de choses que j'ai envie d'accomplir et pour lesquelles je mets tout en œuvre pour y arriver. Après, non, j'ai pas un grand rêve. Je suis conscient qu'un jour on meurt. Donc, je garde le truc assez tranquille, quoi. Vous avez déjà un peu votre rêve d'être chanteur? Ouais, c'est ça. En fait, franchement, oui, t'as raison, 100%. Dès le moment où ma passion est devenue mon job, le reste, ça s'est imposé un peu comme du bonus. Ça, c'est un truc, à partir de maintenant, c'est un peu en plus. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, c'était génial. Merci. Plaisir, merci d'être venu. J'espère que le concert vous plaira. J'espère aussi, je pense bien. Trop bien.